sur 5500 personnels visés, nous n'avons que les Tchadiens qui ont commencé à déployer leur personnel, mais pour les autres pays, donc il y a encore une certaine réticence. Quand je parle de réticence, parce que déjà sur le terrain, nous avons les Tchadiens et nous avons l'état-major qui est arrivé, et notamment avec le commandant qui provient de la Mongolie. Mais il y a des pays qui avaient promis de contribuer en effectif. Ce sont des pays, je dirais, qui sont plus ou moins proches d'Haïti sur le plan géographique. Et ces pays-là, on ne remarque pas encore leur présence. Et pour première mission qui était déployée, et Ricardo Germain, l'été, nous sommes capables de dire essentiellement policière. Ils ont annoncé, FRGA lui-même, essentiellement militaire. Pour Haïtiens, comment on établir la différence là? Et bon, la différence, c'est pas même une question de policière ou pas policière, parce que mission précédente là, même quand on parlait d'une mission policière, c'était pas des polices, c'est pas de police civile qui était là. C'était des polices militaires pour ce qui concerne les Kenyans. Et soit en Jamaïque, et avec Bahamas, eux-mêmes, ils avaient déployé des militaires de leurs forces de défense respectives. Et donc, encore une fois, ce n'est pas au niveau de la composante, mais c'est au niveau de la robustesse et aussi au niveau du cadre d'intervention ou du mandat. Et parce que là, ça c'est un premier élément. Maintenant, le deuxième élément, c'est l'expérience des troupes qui seront déployées. Parce que on peut toujours déployer des troupes que ce n'est pas un troupe vraiment aguerri, ou du moins je dirais, motivé à faire face aux défis. Et quand je parle de motivation à faire face aux défis, parce que dans ce genre de dynamique, on a toujours tendance à copier les dynamiques locales. Et comme je l'avais dit une fois, tant que les Haïtiens ne se montrent pas eux-mêmes prêts à se sacrifier pour le pays, ce ne sont pas les étrangers qui vont le faire pour nous. On dit que c'était une mission de police militaire que nous avons là. On parlait de robustesse qui est essentielle pour les résultats. Donc, est-ce que ça veut dire que ça cap la plus robuste ou bien l'autre est moins robuste? La témoin robuste, ça si on tient compte des promesses et des engagements, ça supposé plus robuste. Parce que l'autre là, on parlait de 10 500 personnels, là on parle de 5 500. Et puis ça, le problème logistique là, il n'est pas posé. Mais toujours est-il que nous, en phase de promesse, donc il n'y a pas vraiment un engagement total qui est en train de se... L'engagement n'est pas encore total et déjà c'est exprimé, comme je l'avais dit tout à l'heure, par le gouvernement. Parce que le fait même de dire que les partenaires doivent respecter leurs promesses, qu'on ne devrait pas s'attendre à un MSS 2.0. Donc ça en dit long, ça dit déjà que voilà, il y a un certain retard à exécuter ou du moins à concrétiser les engagements qui ont été pris. En fait, comme vous êtes spécialiste en question, Ricardo Germain, quelle explication qui gagne au fait que mission Kenya non retourne dans le pays et retourne avec un pile engin roulant, matériel roulant que vous avez utilisé en Haïti. Qui ça empêché que vous avez quitté en Haïti pour continuer lutte contre les gangs? Bon, à ce niveau, il y a deux informations. Une première information laisse croire que ce sont les Kenyans qui sont retournés avec les matériels. D'autres informations laissent croire aussi que les matériels ont été retournés aux États-Unis. Mais ce qui est sûr, c'est que du côté des Américains, on avait souligné le fait que certains des matériels n'étaient pas adaptés
pour le terrain en Haïti. Donc ça prouve qu'il y avait peut-être une mauvaise évaluation de la situation, c'est-à-dire du terrain, si c'est le cas. Donc bon, on parle des matériels qui soient retournés, mais déjà pour dire que c'est au Kenya, là il faut encore attendre pour savoir si c'est effectivement le cas. Et si c'est le cas, on aura qu'à dire que voilà, que c'était consigné quelque part dans un accord. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Kenyans n'ont pas seulement signé un accord avec Haïti, ils ont aussi signé des accords stratégiques avec les États-Unis. Maintenant, si il devait avoir un bilan à soumettre, un rapport, à qui est-ce, First multinationale là, ou bien mission multinationale là qui désengagée, qui est-ce qui a dû faire rapport ça? Aux deux parties, parce que d'abord aux Américains, parce qu'ils ont été sollicités par les Américains, mais aussi aux Haïtiens, parce qu'il y avait un protocole d'accord qui les ont liés avec l'État haïtien. Et l'ONU pas compté dans la démarche ça? Bon, l'ONU, bien entendu, peut être copiée à travers le Conseil national de sécurité, puisque c'est le Conseil national, pas le Conseil national de sécurité, pardon, le Conseil de sécurité, je vous l'ai dit, puisque c'est ce conseil-là qui avait, bien entendu, autorisé le déploiement de la mission, même si ce n'était pas une mission onusienne. Maintenant, moi, je me demande si tu as doué un rapport, mais regarde, mais à votre connaissance, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que nous gagnons un rapport, un bilan des actions réalisées par la mission multinationale sur le terrain pendant son passage, qui s'ayoye, qui chiffre en termes de pertes, ni tout en termes de acquis, de gains? Est-ce que nous avons un rapport comme ça? Ou bien est-ce que nous attendons dans les prochains jours? À ma connaissance, je ne sais pas, mais cela ne voudrait pas dire qu'il n'y en a pas. Donc peut-être qu'on ne sait pas qu'il y en a, mais très certainement, très certainement, il va y avoir un rapport. Je suppose qu'il n'y en a pas encore. Ma pour retourner avec une partie question que me posée dans le commencement interview à Ricardo Germain. Et ça, c'est question, par exemple, un haïtien, de nous là, tu as bien m'imposer. Est-ce que nous devons continuer à compter sur force étrangère ou bien est-ce que nous t'as plutôt regarder ça nous gagne là comme force sur le terrain pour nous commencer véritablement à joindre résultat. Oui. Pose question ça, c'est parce qu'on a dit tout à l'heure, faut nous suspendre la tête nous mentir. Si nous croyons que c'est étranger qui vient sacrifier tête pour nous, faut que nous-mêmes nous avons commencé à faire ça d'abord, Ricardo Germain. Justement, on compte sur soi d'abord, c'est-à-dire en commençant par changer d'attitude et par envoyer des signaux stratégiques, j'ai bien dit, pas des signaux opérationnels, mais plutôt des signaux stratégiques forts. Et encore une fois, à démontrer qu'on est prêt à verser notre sang et notre sueur pour ce pays. Maintenant, par la suite, les étrangers emboîteront le pas parce que ça, que ce soit la MSS et la GSF, ça reste des missions d'appui. Et ça dit tout, ça indique tout. Donc, on est venu pour vous appuyer, mais pas pour résoudre le problème à votre place. Donc, c'est comme de vous donner un petit coup de pouce, mais si vous êtes là à ne rien faire, sans bouger, donc... Donc ça veut dire que si pas gain autorité ou bien si autorité nous yo gagne yo pas vraiment gain volonté pour problème dans résoudre, nous t'a fait carré commencer à recevoir étrangers, nous t'a fait carré à parler de sécurité. Justement, même quand il est dit que dans le mandat que la GSF aura une capacité opérationnelle indépendante, c'est-à-dire qu'elle pourra mener des opérations de manière unilatérale, toujours en consultant la partie haïtienne, mais de manière unilatérale sans attendre la police ou l'armée. Nous sommes contents disponible pour Métropole matin, Ricardo Germain, nous avons aussi expert en sécurité et défense. Merci pour disponibilité. Nous parlons l'autre l'heure. À moi de vous remercier, Wendell. Donc, à bientôt. Voilà, Ricardo Germain. À 7h29, coup d'heure à l'étranger, Moyen-Orient, Donald Trump demande à ses conseillers de se préparer à un blocus prolongé de l'Iran.
Les efforts visant à mettre fin à la guerre en Iran sont dans l'impasse. Le président américain, mécontent de la dernière proposition iranienne, a affirmé que Téhéran avait fait savoir aux États-Unis que l'Iran était au bord de l'effondrement et qu'il a réclamé la levée du blocus maritime américain. Le président américain a demandé à ses conseillers de se préparer à un blocus prolongé de l'Iran. En parallèle, malgré la trêve au Liban annoncée par Donald Trump à l'issue de discussions à Washington, les hostilités se sont poursuivies dans le pays, dont Israël a envahi le sud, qu'il a en partie dévasté. Alors le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, doit s'expliquer ce mercredi sur la conduite de la guerre en Iran lors de sa première audition parlementaire depuis le début d'un conflit qui s'enlise malgré un cessez-le-feu prolongé par Donald Trump. Nous avons vaincu militairement cet adversaire particulier et nous ne laisserons jamais cet adversaire posséder une arme nucléaire, a d'ailleurs déclaré à ce sujet le président américain lors de l'ouverture du banquet en présence du roi Charles III. Les Émirats arabes unis ont annoncé, eux, leur retrait surprise de l'organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, au nom de l'intérêt national à partir du 1er mai prochain, marquant un revers pour l'Alliance déjà ébranlée par la guerre au Moyen-Orient. La nouvelle proposition effectuée par Téhéran destinée à mettre fin au conflit prévoit des négociations par étapes entre Téhéran et Washington. La première concernerait l'arrêt définitif des hostilités contre l'Iran, puis la circulation maritime et ultérieurement le programme nucléaire iranien. Le président américain souhaite toutefois que la question du nucléaire soit abordée d'entrée de jeu selon un responsable américain.